Il existe un côté sombre du ring dont personne ne parle. Et si nous vous disions qu'au-delà des lumières brillantes, certaines des figures les plus emblématiques du catch ont été liées à des décès dans la vie réelle, pas des intrigues, pas des promos. Nous parlons d'incidents réels où des catcheurs de la WWE ont été impliqués dans des situations qui ont entraîné la mort de personnes et dans certains cas, ils s'en sont tout simplement sortis. Certains étaient des accidents, d'autres étaient des cas de légitime défense. D'autres, le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, ces histoires font rarement la une des journaux, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'1 milliard de dollars et que ses principales vedettes font l'objet d'allégations sérieuses. Car dans le domaine de la protection des marques, la réalité est la première victime. D'ailleurs, la plupart des fans ne savent même pas qu'elles ont eu lieu. Certains noms de cette liste vous choqueront. Ne bougez pas. Voici les catcheurs de la WWE qui ont tué des gens et qui s'en sont tirés d'une manière ou d'une autre. Scott Hall était l'incarnation de l'audace dans le monde du catch. Sous le nom de Razor Ramon, il a fait de la pichenette un mouvement emblématique et s'est pavané dans la WWE avec des chaînes en or et un accent cubain qui criait au danger. Plus tard, il a joué un rôle central dans le remodelage du catch professionnel en envahissant la WCW aux côtés de Kevin Nash et de Hulk Hogan pour former la NWO, l'une des factions les plus emblématiques de tous les temps. Mais bien avant tout cela, Scott Hall a été impliqué dans un incident réel qui a entraîné la mort d'un homme. En 1983, Hall travaillait comme videur au Dollhouse, une boîte de nuit d'Orlando, en Floride. Un soir, il a eu une altercation avec un autre homme à l'extérieur de la boîte de nuit. Selon Hall, la situation a rapidement dégénéré lorsque l'homme a sorti une arme. Dans la bagarre qui a suivi, Hall a réussi à s'emparer de l'arme et, dans le chaos, il a appuyé sur la gâchette. L'homme a été abattu et tué. Hall a été arrêté et inculpé de meurtre au second degré. Par chance, l'affaire n'a jamais été jugée. Faute de preuves suffisantes, les charges ont été abandonnées. Pas de condamnation, pas de peine à purger. Un jeune homme de 24 ans a dû supporter le poids d'une décision qui l'a hanté pour le reste de sa vie. Pourtant, Hall n'a jamais nié ce qui s'était passé. Des années plus tard, dans une interview très personnelle accordée à ESPN, il a admis « J'ai été accusé de meurtre au second degré. Je travaillais dans un club de striptease et un type a sorti une arme. Je me souviens à quel point il était difficile d'appuyer sur la gâchette. C'est la chose la plus effrayante que j'ai faite dans ma vie. C'était de la légitime défense, mais cela me hante encore aujourd'hui. Bien que légalement libre, Hall était émotionnellement emprisonné. La culpabilité l'a suivi sur tous les rings où il est monté. Alors que son ascension vers la gloire en tant que Razor Ramon et plus tard à la WCW l'a dépeint comme un talon arrogant, l'homme derrière ce personnage a lutté lourdement contre la toxicomanie, la dépression et des séjours répétés en cure de désintoxication. Nombreux sont ceux qui pensent que l'incident de 1983 a marqué un tournant, la première fracture d'un psychisme qui s'effondrerait plus tard sous l'effet de la célébrité et de l'addiction. La WWE n'a jamais reconnu publiquement la fusillade et l'industrie a largement laissé l'histoire s'estomper dans l'obscurité. Mais Hall n'a jamais pu le faire. Malgré toutes ces récompenses, des matchs d'échelle classiques à la célébrité de la NWO, il a vécu en sachant qu'il avait ôté la vie à quelqu'un, même si c'était en état de légitime défense. Et c'est quelque chose que même The Bad Guy n'a pas pu effacer. Aussi troublant que soit le cas de Hall, ce qui est arrivé à Verne Gagne à la fin de sa vie vous laissera pantois pour une toute autre raison. Verne Gagne est un nom gravé en lettres d'or dans les premiers chapitres du catch professionnel. Véritable légende du ring, Gagne a été un pionnier, non seulement en tant que champion à plusieurs reprises, mais aussi en tant que promoteur et entraîneur, qui a contribué à façonner les fondements même du catch en Amérique. Dans les années 1950 et 1960, il a été l'une des plus grandes stars de la National Wrestling Alliance et, plus tard, il est devenu le visage de l'American Wrestling Association, la société même qu'il a contribué à fonder. Au cours de sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, Gagne s'est attiré un incroyable respect. Il a formé de futures légendes comme Ric Flair, Hulk Hogan et Sergeant Slaughter. Et peu d'hommes dans l'histoire du catch peuvent prétendre à la triple couronne d'être intronisés au WWE Hall of Fame, au WCW Hall of Fame et au Professional Wrestling Hall of Fame.
Mais derrière cet héritage héroïque se cache une fin profondément tragique et troublante que de nombreux fans ne connaissent même pas. À la fin de sa vie, Verne Gagne a souffert de démence avancée. Son état est devenu suffisamment grave pour que sa famille prenne la décision déchirante de le placer dans une maison de retraite à Bloomington, dans le Minnesota. Ce devait être un lieu de paix et de soins. Mais en 2009, elle est devenue le théâtre d'un incident choquant et douloureux. Monsieur Gagne a eu une altercation avec un autre pensionnaire, Helmut Gutmann, âgé de 97 ans. Pour des raisons que personne ne peut expliquer, Monsieur Gagne aurait violemment jeté Monsieur Gutmann au sol, lui fracturant la hanche. Gutmann, un autre survivant de la Seconde Guerre mondiale et ancien professeur d'université, est décédé quelques semaines plus tard des suites de complications liées à la blessure. En raison de son état mental, Verne Gagne n'a jamais été inculpé. Les autorités et les médecins ont confirmé que sa démence l'avait privé d'une mémoire et d'une cognition claire. Il a été jugé inapte à la responsabilité légale et l'affaire a finalement été classée. Avant sa mort en 2015, rien ne prouve que Gagne se soit souvenu de l'incident. Pour les amateurs de catch, cette histoire reste un chapitre profondément triste et compliqué de l'héritage de l'un des premiers rois de ce sport. L'homme qui était autrefois un modèle d'honneur sur le ring a passé ses derniers jours à lutter contre une maladie qui l'a privé de tout, son esprit, sa mémoire et en fin de compte, son innocence. Verne Gagne s'est éteint en 2015 à l'âge de 89 ans. Son héritage étant marqué à jamais non seulement par des championnats et des accolades, mais aussi par un rebondissement final déchirant que personne n'avait vu venir. Si vous pensiez que l'histoire de Scott Hall était sombre, Billy Jack Haynes l'a fait passer à un tout autre niveau. Autrefois considéré comme l'une des grandes figures du catch des années 1980, Billy Jack Haynes est passé de la vente d'arènes à l'emprisonnement, accusé d'avoir commis l'un des crimes les plus sombres de l'histoire du catch. Favori des fans à l'époque de la Portland Wrestling et visage familier des rings de la WWF, Haynes a affronté certains des plus grands noms du milieu. Mais des décennies plus tard, son nom reviendra à la une pour de mauvaises raisons. Le 8 février 2024, ce qui avait commencé comme une matinée tranquille dans un quartier de Portland s'est transformé en une scène d'horreur. La police a été appelée au domicile de Haynes après avoir été informée d'une fusillade. S'ensuit un face-à-face tendu entre l'ancien catcheur et une équipe d'intervention lourdement armée. Lorsque la poussière est retombée, Janet Beecraft, l'épouse de Haynes, âgée de 85 ans, a été retrouvée morte d'une blessure par balle. Haynes a été placé en garde à vue et inculpé de meurtre au second degré et d'usage illégal d'une arme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les documents judiciaires ont révélé plus tard un tableau bien plus inquiétant. La succession de Beecraft a déposé une plainte de 750 000 $ accusant Haynes d'avoir abusé d'elle pendant des années. Selon la plainte, l'ancienne star du catch a soumis Janet à des tourments physiques, émotionnels et financiers répétés pendant près de 5 ans. Les allégations font froid dans le dos. Haynes aurait isolé Janet de sa famille, vidé ses finances et l'aurait forcé à couper les ponts avec des médecins de confiance au profit de ceux qu'il choisissait personnellement. Plus inquiétant encore, il l'aurait initié à des drogues comme l'héroïne et la méthamphétamine et l'aurait forcé à lui acheter une arme à feu, tout en sachant pertinemment que son casier judiciaire l'empêchait d'en posséder une. Et oui, les choses sont encore plus sombres. Le procès affirme que Haynes a manipulé et contraint Janet à l'épouser en 2021. À l'époque, elle était décrite comme une personne âgée, vulnérable et handicapée, dont on pouvait facilement profiter. La déchéance de Haynes se préparait depuis des années. En 2016, il a intenté une action collective massive avec plus de 50 anciens catcheurs contre la WWE, affirmant que la société ne les avait pas protégés contre les lésions cérébrales traumatiques. L'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis avant d'être rejetée. Aujourd'hui, après le meurtre choquant de sa femme, l'état mental de Haynes est remis en question. En mai 2025, un juge l'a déclaré mentalement inapte à subir son procès. Il a depuis été interné à l'hôpital d'État de l'Oregon, où il attend une évaluation plus poussée. Pour les fans qui ont un jour idolâtré Billy Jack Haynes, la nouvelle a été difficile à digérer. Comment quelqu'un peut-il passer du statut de tête d'affiche et de combattant pour la justice contre l'industrie du catch à celui d'accusé de meurtre et d'abus? Certains, comme Haynes, laissent derrière eux un héritage à jamais taché de sang. Juste au moment où l'on pense qu'il ne peut y avoir plus sombre qu'un homme accusé d'avoir tué sa propre femme, on nous rappelle une autre légende du catch, dont la mort mystérieuse de la petite amie a hanté le milieu pendant des décennies. Jimmy Superfly
Snuka. Pour de nombreux fans de catch ayant grandi dans les années 80, Jimmy Superfly Snuka était une figure emblématique. Son saut de haut vol du haut d'une cage d'acier au Madison Square Garden est devenu un moment emblématique gravé dans l'histoire du catch. Drapé dans un tissu léopard et doté d'un charisme inégalé, Snuka a contribué à définir ce que signifiait être une superstar de la WWE avant même qu'il n'y ait un WrestleMania. Mais derrière la célébrité et l'éclat se cachait un secret si sombre qu'il a fallu plus de 30 ans pour qu'il soit révélé. En mai 1983, Snuka est au sommet de sa gloire. Mais un soir, après un enregistrement en Pennsylvanie, une tragédie survient. Sa petite amie de 23 ans, Nancy Argentino, est retrouvée sans réaction dans leur chambre d'hôtel. Snuka avait appelé une ambulance, disant aux autorités qu'elle s'était cogné la tête. Mais les ambulanciers et les médecins légistes ont immédiatement eu des soupçons. Nancy présentait plus de 2 douzaines de coupures, d'ecchymoses et de signes de traumatisme sur l'ensemble du corps. Sa mort a finalement été jugée indéterminée et, chose choquante, aucune accusation n'a jamais été portée. Malgré cela, des rumeurs ont persisté pendant des décennies. Les rumeurs d'abus, les rapports contradictoires et les récits changeants de Snuka ont mis la puce à l'oreille. Pourtant, l'affaire n'a pas abouti. Snuka est remonté sur le ring, a poursuivi sa carrière et a même été admis au la Hall of Fame de la WWE en 1996. Mais la vérité a le don de refaire surface. En 2013, l'affaire a été rouverte et en 2015, un grand jury du comté de Lehigh a finalement inculpé Snuka de meurtre au 3e degré et d'homicide involontaire. Les procureurs l'ont accusé d'avoir battu Nancy à mort, puis d'avoir dissimulé l'affaire avec l'aide des responsables de la WWE, qui auraient voulu protéger leur étoile montante. L'affaire fait état d'une dissimulation massive, les principaux rapports de 1983 ayant mystérieusement disparu des archives de la police pendant des décennies. Snuka n'a cependant jamais été jugé. En 2017, il a été déclaré mentalement inapte à participer à une procédure judiciaire en raison d'un cancer de l'estomac en phase terminale et de démence, et les accusations ont été rejetées. 2 semaines plus tard, Jimmy Snuka est décédé. Pour les puristes du catch, l'héritage de Snuka sur le ring reste inoubliable. Mais pour ceux qui ont suivi l'histoire tragique de Nancy Argentino, le nom de la grande voltigeuse s'inscrit désormais dans un chapitre beaucoup plus sombre de l'histoire du catch. Derrière les acclamations et les plongeons dans la cage se cachait un homme accusé de meurtre qui, selon certains, a échappé à la justice grâce à la célébrité, au timing et à la machine de catch qui le soutenait. Alors que la chute de Snuka s'est produite des décennies après sa célébrité, le cauchemar de Brian McGee s'est déroulé avant même que sa carrière de catcheur n'ait eu la chance de décoller. Parfois, ce sont les étoiles qui ne se sont jamais levées qui laissent les héritages les plus effrayants. Brian McGee n'a jamais été un grand nom du catch, mais il était censé l'être. Jeune athlète prometteur, McGee a signé avec la FCW, la marque de développement de la WWE au début des années 2010, avec l'espoir de devenir célèbre. Il se produisait sous le nom de DT Porter et avait le physique et la taille que la WWE recherche souvent. Mais à l'intérieur, quelque chose de bien plus sombre se préparait. Après avoir échoué à impressionner suffisamment pour mériter une place sur le roster principal, McGee a été discrètement libéré de son contrat de développement à la WWE. La plupart des catcheurs qui ne parviennent pas à se faire une place dans le roster principal passent à autre chose, se lancent à la poursuite d'un succès indépendant ou prennent leur retraite. Mais pour McGee, la sortie de la WWE n'était pas seulement la fin d'un rêve, c'était le début d'un cauchemar. Dans la nuit du 24 juillet 2013, McGee a commis l'un des crimes les plus horribles envers son partenaire. Selon les autorités, il a poignardé sa petite amie Stephanie Collins à de multiples reprises, avec une telle violence qu'elle est devenue méconnaissable. Le meurtre a eu lieu dans un complexe d'appartements à Tampa, en Floride. Les voisins ont signalé des cris et lorsque la police est arrivée, la scène n'était rien de moins qu'horrible. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Après le meurtre, McGee s'est enfui, déclenchant une course-poursuite à grande vitesse à travers plusieurs comtés de Floride. Pendant ce temps, dans un geste qui a refroidi les enquêteurs
catcheur et les fans qui le suivaient, Maggie a changé sa photo de profil Facebook pour ce qui semblait être une main ou une cheville ensanglantée, avec du sang qui suintait visiblement. Cette photo était perçue comme un trophée tordu, une marque numérique de ce qu'il venait de faire. La police a fini par le rattraper après qu'il a eu un accident avec son véhicule. Il a été placé en garde à vue et inculpé de meurtre au premier degré. Maggie n'a pas nié le crime. Son procès a mis en lumière des années d'instabilité émotionnelle, laissant entendre qu'il luttait depuis longtemps contre des démons intérieurs, ce que personne n'avait décelé à l'époque où il travaillait pour la FCW. Aujourd'hui, Brian Maggie est derrière les barreaux, purgeant une peine de prison à vie. Un homme qui rêvait de WrestleMania, mais qui ne reverra plus jamais l'extérieur d'une prison. Son histoire nous rappelle brutalement que toutes les tragédies du catch ne se déroulent pas sur le ring, mais dans la vraie vie, avec des conséquences dévastatrices. Mais tous les décès liés au catch ne se produisent pas en dehors du ring. Certains se sont produits au cours de ce qui était censé être une séance d'entraînement de routine. L'une de ces tragédies concerne un membre du Hall of Fame de la WWE, dont la taille imposante et le comportement calme en ont fait le favori des fans. Mais bien avant d'être célèbre, The Great Khali s'est retrouvé au centre d'un accident mortel qui continue de hanter son héritage. Lorsque les fans pensent à The Great Khali, la plupart d'entre eux se souviennent de l'imposant personnage qui dominait autrefois le ring de la WWE par sa force brute. Lors de ses débuts en 2006, Khali a été présenté comme un monstre inarrêtable, mettant à mal des légendes comme l'Undertaker et John Cena. Plus tard, il s'est orienté vers des rôles plus comiques, adoptant le personnage de Punjabi Playboy, qui mettait en avant un côté plus doux et plus gaffeur. Mais bien avant que les lumières de WrestleMania ne brillent sur lui, l'ascension de Khali a été assombrie par un incident tragique dont de nombreux fans n'ont même jamais entendu parler. Avant de devenir célèbre à la WWE, Dalip Singh Rana, le vrai nom de Khali, se faisait les dents sur le circuit indépendant aux États-Unis. En 2001, alors qu'il s'entraînait avec l'APW en Californie, Khali a participé à ce qui était censé être un match d'entraînement de routine avec Brian Hong, un stagiaire de 27 ans. Hong avait déjà subi une commotion cérébrale lors d'une séance d'entraînement précédente, mais le personnel de l'APW l'aurait encouragé à continuer à lutter malgré tout. Cette décision s'est avérée fatale. Au cours du match, Khali a exécuté un mouvement standard connu sous le nom de flapjack, une prise apparemment basique dans laquelle un catcheur soulève l'autre et le laisse tomber à plat ventre ou sur sa poitrine. Cependant, combiné au traumatisme crânien non traité d'Hong, la prise a provoqué une deuxième commotion cérébrale qui a entraîné un grave gonflement du cerveau. Brian Hong s'est effondré peu après et est décédé tragiquement. Les retombées ont été dévastatrices. La famille de Brian Hong a poursuivi la All Pro Wrestling pour négligence, arguant qu'elle ne s'était pas correctement occupée du bien-être de Brian et qu'elle l'avait autorisé de manière irresponsable à lutter alors qu'il était encore blessé. Le tribunal a donné raison à la famille Dong en lui accordant 1,3 million de dollars de dommages et intérêts. Bien que The Great Khali n'ait pas été tenu personnellement responsable dans le procès, l'incident l'a marqué. À partir de ce jour, son nom sera toujours lié à une tragédie, une mort accidentelle survenue à l'intérieur du ring. Le Great Khali est passé à autre chose et a fini par rejoindre la WWE où l'incident n'a jamais été reconnu publiquement. Alors que certains fans admirent son caractère plus grand que nature et son entrée au Hall of Fame de la WWE en 2021, d'autres se souviennent encore que le début de sa carrière a été marqué par une mort sur le ring. Un décès qui, bien qu'accidentel, reste un rappel sinistre des dangers qui se cachent derrière le rideau du catch professionnel. L'histoire suivante devrait faire partie de la rubrique « Comment s'en sortir avec un meurtre ?» Vous comprendrez pourquoi dans quelques secondes. Dans le monde du catch professionnel, peu de décès ont jeté une ombre plus sombre et plus mystérieuse que le meurtre de Bruiser Brody. Et l'homme au centre de tout cela est le catcheur José González, également connu sous le nom d'Invader Eye. C'était le 16 juillet 1988. Des catcheurs du monde entier s'étaient rassemblés au stade Juan Ramón Lubriel de Bayamón, à Porto Rico, à l'occasion d'un événement organisé par le World Wrestling Council. Parmi eux se trouvait Brody, un imposant bagarreur à l'allure sauvage, réputé pour son intensité sur le ring et ses difficultés en coulisses.
mais personne n'aurait pu prédire comment cette nuit allait se terminer. Selon de nombreux témoins oculaires, dont Tony Atlas, un autre catcheur, José González a appelé Brody dans la zone des douches en coulisses. Quelques minutes plus tard, un cri a glacé le sang retentit dans les vestiaires. Atlas affirmera plus tard qu'il s'est précipité pour trouver Brody, agrippé à son ventre, chuchotant que González l'avait poignardé. En effet, l'autopsie a révélé plus tard que Brody avait été poignardé 2 fois dans l'abdomen, l'une des blessures étant profonde de 8 pouces et traversant le foie. Bien que de nombreux témoins oculaires aient pointé du doigt González, la suite des événements a été tout simplement surréaliste. L'enquête a été bâclée dès le début. La police n'a pas interrogé immédiatement les principaux témoins, dont beaucoup ont quitté l'île avant toute déclaration. L'arme du crime a mystérieusement disparu. Et, chose choquante, José González n'a pas été immédiatement arrêté. Lorsqu'il a finalement été inculpé, le procès a été retardé. Lorsqu'il eut lieu en juillet 1988, de nombreux catcheurs américains présents, dont Atlas, n'avaient jamais été appelés à témoigner. Incapable de payer sa caution de 120 000 $, il est envoyé en prison. Mais son avocat réussit à le faire acquitter et González invoque la légitime défense, arguant que Brody l'avait menacé et qu'il craignait pour sa vie. Le jury a cru à cette histoire. En janvier 1989, González est acquitté de tous les chefs d'accusation. Aujourd'hui encore, de nombreux acteurs du monde du catch estiment que justice n'a jamais été rendue. Le nom de Bruiser Brody est perpétué dans les documentaires, les hommages et les discours du Hall of Fame. Mais l'homme qui lui a ôté la vie a continué à lutter pendant des années à Porto Rico, largement protégé par le système juridique et les politiques de catch de son pays. Le meurtre de Bruiser Brody reste l'une des plus grandes injustices du catch. Et José González, il est considéré comme faisant partie du Hall of Shame. Nous avons parlé de catcheurs qui ont tué en dehors du ring, et même d'un qui s'en est tiré avec un meurtre dans les vestiaires. Mais le cas suivant, il s'est produit à l'intérieur même du Squared Circle, à 2 reprises. Ox Baker n'était pas un catcheur professionnel comme les autres. Avec sa carrure massive, son crâne chauve et sa sinistre moustache en guidon qui encadrait son regard menaçant, il avait l'air d'un méchant de dessin animé. Mais ce qui le rendait vraiment terrifiant, ce n'était pas seulement son apparence, c'était son infâme coup de poing final, le Heart Punch. Un coup qui, dans l'histoire comme dans la réalité, s'est avéré fatal. Le premier décès lié à Ox Baker s'est produit en 1971 lors d'un match entre équipes au Nebraska. Baker assène son redoutable Heart Punch à Alberto Torres. Quelques jours plus tard, Torres meurt à l'hôpital. Bien que la cause officielle du décès soit une rupture de l'appendice, le fait que sa mort survienne après le coup de poing au cœur a incité les fans et les promoteurs à faire le lien. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'une réalité, l'association est restée. 1 an plus tard, la légende du finisher mortel d'Ox Baker s'est encore assombrie. En 1972, lors d'un match contre le catcheur Ray Gunkel, Baker assène une nouvelle fois son Heart Punch. Après le coup, Gunkel s'effondre sur le ring et meurt. L'autopsie révèle qu'il a été victime d'une crise cardiaque massive, prétendument causée par des artères obstruées et un repas copieux avant le match. Mais une fois de plus, le timing du Heart Punch a suffi à ancrer le nom de Baker dans l'histoire du catch comme celui d'un homme dont le coup de grâce pouvait réellement tuer. Alors, était-il vraiment le tueur? Bien qu'aucun des 2 décès n'ait donné lieu à des poursuites pénales, ils ont ajouté au personnage d'Ox Baker une aura notoire qui allait définir toute sa carrière. Les promoteurs se sont appuyés sur le mythe. Le public croit sincèrement que le coup de poing au cœur est mortel. Il provoque de véritables émeutes, la plus célèbre étant celle de Cleveland, lorsque les fans sautent les barricades et prennent d'assaut le ring après que Baker a tué un adversaire au cours d'un match. Ox Baker s'est appuyé sur le chaos. Il a tiré le meilleur parti de sa réputation de tueur en jouant dans des films à petit budget et en prononçant des promos délirantes dont l'une comprenait la phrase désormais légendaire « J'adore faire du mal aux gens. J'adore faire du mal aux gens. » Mais derrière la bravade et l'intrigue mortelle, se cachait un homme qui a tout simplement été pris dans le timing d'une tragédie à 2 reprises. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'une malédiction, le nom d'Ox Baker fait toujours frissonner les fans de catch de la vieille école. Car dans son cas, le mouvement n'était pas seulement un gimmick. Il est devenu une légende écrite dans le sang. Y a-t-il un catcheur qui a commis un crime et qui est passé inaperçu et que nous n'avons pas mentionné dans cette vidéo? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.